Pourquoi une femme des années 50 posait-elle une tranche d'oignon cru contre la plante du pied d'un enfant fiévreux, ou enveloppait-elle un front brûlant dans un chiffon imbibé de vinaigre de cidre? Aujourd'hui, les gens courent chez le médecin pour une pilule qui coûte une journée de salaire, mais à 65 ans, je me tourne encore vers les pages tachées de graisse du carnet de ma mère. Ces 8 remèdes ont sauvé ma famille quand le monde s'est obscurci, et aujourd'hui, ils vous sauveront aussi. Je me souviens de cette nuit avec une clarté qui fait mal. J'avais 11 ans, et le vent du sud est arrivé sans prévenir, abattant les poteaux électriques de tout le quartier, à l'heure où mon petit frère avait déjà de la fièvre depuis 2 jours. Ma mère s'est arrêtée un instant au milieu de la cuisine sombre, la bougie à la main, et j'ai vu sur son visage non pas la panique, mais une sorte de reconnaissance sereine. Comme si la tempête n'était que le monde lui rappelant qui elle était vraiment. Elle a ouvert le tiroir du bas du poêle à bois et en a sorti le carnet. Ce n'était pas un beau livre, c'était un cahier d'écolier à couverture rigide, avec la spirale rouillée et les bords des pages jaunis par le temps et la fumée. La couverture était tachée de ce qui semblait être du marc de café, de l'huile d'olive et peut-être quelque chose que je n'ai jamais osé demander. Elle a posé le carnet sur la table avec un poids qui semblait plus grand qu'il n'aurait dû l'être et a commencé à lire à voix basse, les lèvres bougeant presque sans bruit. Cette nuit-là, la pharmacie était fermée, la route était coupée par la pluie et le téléphone ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas d'application à consulter, pas d'internet, pas de carte de crédit pour régler le problème rapidement. Il y avait seulement ce carnet, le poêle à bois que ma mère a allumé avec de l'écorce d'eucalyptus et ses mains qui savaient quoi faire sans avoir besoin de réfléchir. Je me suis assis dans le coin de la cuisine, les genoux contre la poitrine, et je les regardais travailler comme si j'observais quelque chose de sacré. L'odeur de l'ail pilé dans l'air froid et humide de la nuit, le son du mortier en bois écrasant des clous de girofle et du gingembre, la vapeur montant comme un fantôme blanc et patient de la casserole. Tout cela est entré en moi cette nuit-là et n'en est jamais ressorti. Ma mère n'appelait pas ce qu'elle faisait de la médecine alternative. Elle ne l'appelait rien. Pour elle, c'était simplement la façon normale de prendre soin des gens. Elle disait que le corps n'est pas une machine qui tombe en panne et a besoin d'une pièce neuve. C'est un jardin qui réclame de l'attention, la bonne température et du respect. Elle méprisait les pilules colorées en plastique avec une intensité presque religieuse. Son officine domestique, son mortier et pilon en bois sombre, ses boîtes en fer-blanc d'herbes séchées, voilà ses instruments. Elle disait que ces pilules, c'était comme faire taire un enfant qui pleure sans demander pourquoi il pleure. On arrête le symptôme et on croit avoir guéri la chose, mais les pleurs reviendront d'un autre endroit, plus profond, plus insistant. La vraie guérison, disait-elle, c'est une conversation, pas un silence forcé. Le premier remède qu'elle a préparé ce soir-là était l'ail macéré dans le miel. Elle a pris 4 gousses d'ail, celles à la peau violet foncé qu'elle gardait en tresse accrochées près de la fenêtre, et les a épluchées avec un petit couteau recourbé qui avait appartenu à sa grand-mère. La peau éclatait avec un petit pop sec, et l'odeur s'échappait immédiatement, forte, presque agressive dans l'air froid de la cuisine. Elle n'a pas haché l'ail. Elle l'a écrasé avec le mortier en bois, lentement, en mouvement circulaire, comme si elle respectait la substance. L'ail se défaisait en une pâte blanche et aqueuse, libérant un liquide presque incolore qui coulait dans les rainures du mortier. Puis elle a mis cette pâte dans un bocal en verre à bouchon de liège
et a versé du miel par-dessus, du miel sombre, épais comme du caramel, avec l'odeur des fleurs des champs que je peux encore sentir maintenant si je ferme les yeux. Elle a tout mélangé avec une cuillère en bois, lentement, et a dit que le miel n'est pas seulement un édulcorant, c'est un conservateur, un gardien, et qu'ensemble l'ail et le miel forment une alliance que le corps reconnaît d'un endroit très ancien. Elle donnait à mon frère une cuillerée de cette préparation toutes les 2 heures. Avant l'aube, la fièvre avait cassé. La deuxième chose qu'elle a faite, c'est la compresse de vinaigre et de pommes de terre. Elle a cuit 2 pommes de terre moyennes avec la peau jusqu'à ce qu'elles soient tendres mais pas défaites, puis les a écrasées grossièrement à la fourchette sans enlever la peau, encore fumante. Elle a mélangé dans cette masse un bon filet de vinaigre de cidre, celui de la bouteille sombre sous l'évier, et quelques feuilles de menthe qu'elle est allée chercher dans le pot de la fenêtre en froissant d'abord les feuilles entre les doigts pour qu'elles libèrent leur huile qui est restée sur ses mains comme une encre verte et parfumée. Elle a étalé ce mélange chaud, humide et odorant sur un chiffon en coton plié et a posé ce chiffon sur le front de mon frère avec une douceur que je n'ai jamais oubliée. Le poids humide et frais de cette compresse sur sa peau chaude était quelque chose de physique, de tangible, de complètement présent. Ce n'était pas abstrait comme un comprimé avalé avec de l'eau, c'était du contact, c'était du soin, avec une forme et une texture. La troisième chose fut le thé d'écorce de saule. Ma mère avait conservé des écorces séchées de saule dans un sachet en tissu à l'intérieur d'une boîte avec couvercle sur l'étagère la plus haute du garde-manger. Elle en a pris une poignée dans la paume de la main, l'odeur sèche et légèrement amère des écorces montant comme de la poussière, et les a mises dans une petite casserole avec de l'eau du filtre en terre cuite. Elle a laissé bouillir à feu doux pendant 20 minutes, tant qu'elle a compté non pas à la montre, mais à la réduction du liquide et à la couleur, qui a foncé d'un ambre clair à un brun doré dense. L'odeur qui s'échappait de la casserole était ancienne, terreuse, comme l'odeur d'une forêt après la pluie, mêlée à quelque chose d'amer et de chaud. Elle a filtré dans un bol en terre cuite, sucré avec du miel, et servi chaud à mon frère dans une tasse en porcelaine blanche. Il a fait la grimace à cause de l'amertume, mais a bu. En 20 minutes, j'ai vu la souffrance quitter son visage comme de l'eau qui s'écoule. Le 4e remède fut la vapeur d'eucalyptus et de sel. Elle a rempli la plus grande casserole que nous avions à moitié d'eau, a jeté une poignée de gros sel qui a fait un bruit craquant en tombant, puis est sortie dehors, dans le noir et sous la pluie, avec la lanterne à pétrole, et est revenue avec une grosse branche d'eucalyptus qui poussait à côté de la clôture. Elle a arraché les feuilles avec les mains et les a jetées dans l'eau avec le sel. Et quand cette eau a commencé à bouillir, la vapeur qui montait était d'une qualité différente de la vapeur ordinaire. Elle était chargée, humide et médicinale, avec cette odeur piquante et mentholée de l'eucalyptus qui ouvre les voies respiratoires de l'intérieur vers l'extérieur, comme une main qui pousse une porte coincée. Elle a posé la casserole sur la table, a dit à mon frère de s'asseoir devant elle, a mis une grande serviette comme une tente sur sa tête et la casserole, et lui a dit de respirer profondément et lentement pendant 10 minutes. De l'extérieur de la serviette, j'entendais sa respiration devenir moins rauque, moins combative. Il y a des moments où je regarde les rayons d'une pharmacie, ces rangées interminables de petites boîtes colorées, avec des noms que personne ne peut prononcer sans diplôme, et je ressens une tristesse qui vient de très loin. Je vois des mères avec des nourrissons dans les bras,
pleurer devant des rayons vides en temps de pénurie, et en même temps, je vois leur jardin rempli de plantes que leur grand-mère connaissait par cœur. Depuis des décennies, je porte avec moi le carnet de ma mère, notre officine familiale personnelle, et il y a quelques années, je l'ai finalement numérisé dans un livre que j'ai mis en commentaire épinglé de cette vidéo. Ce n'est pas seulement un livre de recettes, c'est la carte de survie que ma famille a utilisée quand la civilisation moderne a fait défaut, et je crois que chaque famille devrait avoir la sienne. Le 5e remède est le sirop d'oignon, et c'est celui qui fait le plus grimacer les gens quand je le mentionne pour la première fois. Oignons crus, ils font la tête. Mais je leur demande d'écouter. Ma mère coupait 3 ou 4 oignons moyens en rondelles épaisses, d'un jaune qui devenait plus intense au fur et à mesure qu'elle coupait, et l'odeur piquante montait immédiate et tranchante, me faisant cligner des yeux, même depuis l'autre côté de la cuisine. Elle disposait ses rondelles en couches dans un grand bocal en verre, en alternant avec des couches de cassonade sombres et denses, et sur tout cela, elle versait du miel. Couvercle sur le bocal, et on laissait reposer dans un endroit frais pendant au moins 12 heures. Ce qui se passait pendant ce temps était une transformation silencieuse et chimique. L'oignon commençait à suer son liquide dans le sucre et le miel, et quand elle ouvrait le bocal le lendemain, il y avait un sirop dense, légèrement rosé, avec une odeur qui était à la fois sucrée et piquante, comme un oignon caramélisé, mais avec une puissance en dessous. Elle donnait ce sirop cuillère par cuillère pendant la journée, et il recouvrait la gorge comme un tapis, amortissant la douleur et apportant une chaleur d'une façon qu'aucune pastille de menthol ne peut imiter. Le 6e remède fut l'argile sur les inflammations. Ma mère conservait un bloc d'argile verte dans une boîte en métal à fermeture hermétique sur la dernière étagère du garde-manger. Quand il y avait une inflammation, un gonflement articulaire, une piqûre qui réagissait, elle raclait avec une spatule en bois une portion d'argile dans un bocal en verre, la mélangeait avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte aussi épaisse que du beurre froid et l'appliquer directement sur la zone concernée, une couche de presque 1 cm. Le contact de l'argile froide avec la peau chaude et enflammée était immédiat et intense, une sensation de légère succion, comme si la terre appelait la chaleur à elle. Elle recouvrait d'un chiffon humide et laissait sécher 20 minutes. Quand elle enlevait, l'argile avait clairci et durci, et la peau en dessous était moins rouge, moins pulsatile. Le 7e remède était l'huile d'olive à l'ail pour l'oreille. Quand ma sœur aînée a eu mal aux oreilles par une nuit froide de juillet, ma mère a réchauffé 2 cuillerées d'huile d'olive dans une petite louche au-dessus de la flamme du poêle, pas bouillante, juste tiède, et a écrasé dedans 2 gousses d'ail, laissant la chaleur extraire l'huile d'ail dans l'huile d'olive pendant 5 minutes. Puis, elle a filtré avec un tissu fin, laissé refroidir à température corporelle et avec un compte-gouttes en verre, a mis 3 gouttes dans l'oreille de ma sœur. Elle lui a demandé de rester allongée sur le côté pendant 10 minutes. En moins d'une demi-heure, ma sœur dormait sans douleur. Le 8e et dernier remède est l'élixir de gingembre, citron et curcuma que ma mère appelait simplement l'or liquide. Elle râpait un morceau de gingembre frais sur la râpe en métal et l'odeur qui s'en échappait était vivante, chaude, presque piquante dans les yeux, comme du poivre mais avec une douceur florale en dessous. Elle mélangeait ce gingembre râpé avec le jus de 2 citrons, ceux à peau épaisse et au jaune intense du jardin,
et une cuillerée de curcuma en poudre, celui d'un orange profond qui tachait tout ce qu'il touchait. Elle remuait avec du miel jusqu'à dissolution et le buvait tôt le matin, à jeun, d'un seul trait. Elle disait que cet élixir était l'accord d'ouverture d'une journée pour laquelle le corps était prêt. Quand je vois le visage de quelqu'un qui a passé une nuit difficile, pâle et fermé comme une porte coincée, et que je vois ce même visage 2 heures après avoir bu cet élixir, rosé et avec les yeux plus ouverts, je comprends ce qu'elle voulait dire. Ce que j'ai appris de ma mère cette nuit sans lumière et dans toutes les nuits qui ont suivi, c'est que le corps n'est pas un laboratoire de chimie et ne veut pas être traité comme tel. Il a la mémoire de choses bien plus anciennes que nous. La peau sait quoi faire avec la chaleur et l'argile. La gorge connaît le miel depuis avant que nous sachions nommer le soulagement. Les poumons s'ouvrent à l'eucalyptus comme quelqu'un qui reconnaît une langue ancestrale. Quand on pousse une pilule colorée contre un symptôme sans demander d'où il vient, on ne guérit pas, on fait taire. Et le corps, comme tout être que l'on fait taire de force, trouvera d'autres façons de crier. Il y a une différence dont personne ne parle plus, entre guérir et traiter. Traiter, la médecine moderne le fait très bien quand il s'agit d'une vraie urgence, je ne le nie pas. Mais la plupart des souffrances quotidiennes ne sont pas des urgences, ce sont des messages. Et la médecine du plastique et des petites boîtes colorées traite les messages comme s'ils étaient des alarmes d'incendie, par la suppression plutôt que par l'écoute. Ma mère écoutait. C'était ça. C'était tout et c'était suffisant. Ma mère est morte à 83 ans, les mains tachées d'argile et de miel et son carnet à côté du lit. Je garde ce carnet comme s'il était un document de famille, parce que c'est ce qu'il est. La sagesse du sol est la seule chose qui reste quand les lumières s'éteignent.